Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime du lundi au jeudi sur l'heure du midi l'émission Côte-Nord Attitude. Et le lundi, comme ça, je suis avec notre animatrice de Y'a des matins. Bonjour Valérie Dionne. Bon midi Jean. Passé une belle fin de semaine, t'as profité de l'heure de plus? Oui, effectivement, l'heure de plus. Je me suis reposé une heure de plus, disons. Ben voilà, il y en a qui en ont profité pour fêter une heure de plus. Oui, hein? Ça arrive quand même le samedi soir, c'est permis aussi. Et puis, ce midi, on reçoit d'abord le maire de cette île. J'ai préenregistré avec Régent Porlier un peu plus tôt ce matin. Il y a cette belle activité qui fait très plaisir à Monsieur le maire. Ça s'appelle Savoir à faire, tremplin vers le nord. 48 étudiants d'un peu partout au Québec qu'on reçoit chez nous pour discuter d'économie, de diversification. Il y a beaucoup de gens qui s'activent là au cégep de cette île autour de cette activité-là. On va en reparler avec Monsieur le maire dans quelques minutes. On aura surtout sa réaction au plan de relance de Vieux-Quai en fête. L'Assemblée générale, ça s'en vient dès ce mois-ci, en novembre. Le maire souhaite un nouveau leader pour Vieux-Quai en fête, mais ne croit pas que le départ de Jonathan Martel là, était nécessaire pour la suite des choses. Mais on le sait, un déficit de 140 000 $, ça prenait un plan de redressement. Oui. On en a parlé la semaine dernière avec Wayne Malouin, qui est maintenant à la tête de la corporation Vieux-Quai en fête de cette île. Mais là, on a la réaction du maire à midi 15. On va parler avec lui aussi de son rôle de président comme responsable, président du comité Vigilance Santé. Là, on le sait, la semaine dernière, il y a beaucoup été question des délais. Il y a des médecins chez nous à cette île qui ont dénoncé une situation un peu plate là, pour l'analyse de certains échantillons. On va en parler aussi à midi 35, là, justement, de toute cette situation dans le réseau de la santé avec le porte-parole du syndicat qui regroupe les technologistes des laboratoires de la Côte-Nord, Sylvain Sirois. Entre les deux, on va parler avec un étudiant de chez nous qui, lui, est à la Polytechnique de Montréal. Et voilà, exactement. Il s'appelle Carl Perron et il étudie là-bas en génie aéronautique. Et il y a quelques semaines, lui et 3 de ses collègues étudiants ont remporté un concours qui a été organisé par Aéro Montréal. C'est pour trouver des solutions, en fait, un projet pour revaloriser les avions en fin de vie. Et ils ont gagné ça premier prix, puis pas devant n'importe qui. Là, fallait faire leur présentation devant, entre autres, des compagnies comme Bombardier, comme Air Transat, comme l'Aéroport de Montréal. Donc, quand on gagne un concours comme celui-là, disons que ça ne passe pas inaperçu. Et les compagnies savent pas trop quoi faire avec les avions en fin de vie, justement. Là, alors, on va en parler justement avec Carl Perron qui a des projets pour eux. Et en fin d'émission, Valérie, on s'entretient avec Carole Gaudreau qui sera avec nous en direct. Elle est toujours directrice de l'association Parents et Amis du Malade émotionnel. Cette association reçoit cette semaine une spécialiste concernant le syndrome Gilles de la Tourette. Carole Gaudreau de La Palme, association Parents et Amis du Malade émotionnel de l'Est de la Côte-Nord, sera avec nous vers 12h50 à cette émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, le maire Régent Porlier est prêt à appuyer le plan de redressement de Vieux-Quai en fête déposé la semaine dernière par le conseil d'administration de la corporation et souhaite toutefois du sang neuf au sein de ce conseil. Régent Porlier veut que le prochain leader de l'organisation du festival à cette île vienne asseoir l'événement sur des bases solides avec la 24e édition en 2017. Le maire n'a jamais associé l'implication de la ville dans la relance avec le départ de l'ancien président Jonathan Martel. Avancer en dénigrant les autres, ça n'a jamais été ma façon de faire. Moi, je pense que tout le monde peut apporter quelque chose de positif. Ce qu'on a besoin, à mon avis, pour l'organisation, ça va être un leader qui va être capable de regrouper les gens pour ce qu'ils peuvent contribuer, pour leur qualité. Et tout le monde en a, là. Jonathan Martel ou d'autres. Puis moi, je suis confiant de voir qu'il y a des gens qui vont se regrouper autour de l'événement et vont venir bonifier tout ça, mais surtout de l'asseoir sur des bases solides.
Il sera avec nous en entrevue, le maire Régent Porlier, dans quelques instants. L'Assemblée générale annuelle de la Corporation Vieux-Quai en fête a été devancée au mardi 22 novembre à 19h30 au Centre socio-récréatif de Sept-Îles. 3 personnes seront élues pour joindre le conseil d'administration. Rappelons que l'édition 2016 s'est soldée par un déficit de 140 000 $. Plusieurs représentants d'organismes communautaires de Sept-Îles ont réalisé une visite au bureau de la députée Lorraine Richard. Ils dénoncent le sous-financement qui s'accentue avec les coupures du gouvernement libéral. Les membres de la table régionale des organismes communautaires participent au mouvement provincial qui amène plus de 4000 groupes d'action sociale à travers le Québec à réaliser demain une journée de grève pour dénoncer l'austérité. Les organismes qui réclament une hausse de leur financement de base sont actifs dans des domaines comme l'alphabétisation, l'aide aux familles, la lutte à la pauvreté et la défense des droits des femmes. Et puis, la circulation devrait être plus fluide cette semaine à l'entrée de la ville de Sept-Îles. Les travaux de remplacement de 4 ponceaux se poursuivent jusqu'au 25 novembre, mais il devrait toujours y avoir une voie ouverte dans chaque direction entre le parc Ferland et la rue des Meules. La semaine dernière, des problèmes au chantier ont entraîné la fermeture de 3 des 4 voies de la route 138 et donc une circulation en alternance, ce qui a créé d'importants ralentissements. Le trafic a été particulièrement perturbé lundi et mardi dernier. Les travaux pour le compte du ministère québécois des Transports s'effectuent sur 750 mètres entre 7h et 19h. Il s'agit d'une première phase de travaux dans le même secteur de la route 138 à l'entrée de la ville de Sept-Îles. Un contrat de planage et de pavage de la route sera accordé au printemps pour la phase 2 de ces travaux. 2 résidents de Sept-Îles, Brian Marc Jérôme et Ricardo Jérôme Hervieux, ont comparu vendredi au palais de justice pour faire face à diverses accusations à la suite d'une agression dans le train qui se dirigeait vers Shefferville jeudi. L'événement a entraîné une évacuation d'urgence en hélicoptère et le retour du train de la compagnie Chouettine à Sept-Îles. Les 2 suspects avaient pris la fuite dans le bois avant d'être retrouvés près de la voie ferrée. Brian Marc Jérôme, 23 ans, fait face à des accusations de voies de fait, de menaces de mort, de possession d'une arme prohibée et de bris de condition. Ricardo Jérôme Hervieux, 30 ans, est accusé d'entrave au travail des policiers et de bris de condition. Les 2 hommes seront de retour devant un juge plus tard en novembre. Un bel événement du côté de Sept-Îles. On parle de 48 étudiants universitaires de plusieurs régions du Québec qui participent chez nous à partir d'aujourd'hui à l'événement Savoir à faire, tremplin vers le Nord. Ils étudieront plusieurs projets et initiatives économiques. La première journée porte sur l'industrie touristique, le bioalimentaire, la transformation et les rejets industriels font aussi partie des thèmes cette semaine. Les 5 jours d'activité avec des étudiants en maîtrise et en doctorat viennent soutenir la volonté du milieu économique d'aller vers une diversification. Il s'agit de la 5e édition de l'événement Savoir à faire. On accueille ainsi à Sept-Îles des étudiants au profil distinct en provenance de 10 établissements du réseau des universités du Québec. Une centaine de personnes du milieu des affaires et des représentants des gouvernements et des organismes de développement économique ont collaboré à la préparation de tout ça. Savoir à faire prend fin vendredi avec un gala et une rencontre de réseautage au cégep de Sept-Îles. Et le ministre responsable du Plan Nord et la Côte-Nord, Pierre Arcan, croit que la région va profiter de l'annonce d'investissement de 488 millions de dollars lors du forum Innovation Bois. Le ministre des Forêts, Luc Blanchette, a annoncé la création d'un fonds pour l'innovation, la modernisation et la transformation dans l'industrie forestière. Le plan d'action Innovation Bois propose une 40aine de mesures. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Dans quelques instants, une entrevue réalisée un peu plus tôt ce matin avec le maire de Sept-Îles, Régent Porlier. Attitude. La salle Jean-Marc Dion, en collaboration avec le restaurant Saint-Hubert et le bar Le Saint-Tube, vous présente le mercredi 9 novembre à 20h American Story Show. La revue American
American Story Show, c'est le meilleur de la musique américaine des années 60 à 99. Porté par les voix puissantes de Kim Richardson, Rick Hughes et Marc-André Fortin. Une expérience multisensorielle en chansons et en multimédia qui vous transportera de la route 66 jusque sur les traces des Supremes, Bob Dylan, Eagles, Styx, Billy Joel, Michael Jackson, Journey, Whitney Houston et bien d'autres. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle est présente pour vous sur Facebook. Quand on pense au temps des fêtes, on pense au réveillon. Mais des occasions de festoyer, il y en a bien avant ça. Chez IGA, on appelle ça des pré-veillons. Un brunch dans la belle famille le 9 décembre, un souper avec les voisins le 12 ou encore le fameux party de bureau le 16. Cette année, c'est moi qui l'organise. Pour toutes ces occasions, faites appel à notre service de buffet, le traiteur IGA, pour combler tous vos invités. Bon, une bonne affaire de régler. Cette année, préparez-vous de beaux préveillons avec IGA. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Je suis en compagnie du maire de Sept-Îles, Régent Porlier, bonjour. Oui, bonjour Jean. Régent, il y a une belle activité aujourd'hui qui démarre, là, des étudiants d'un peu partout au Québec, des étudiants en maîtrise et en doctorat pour l'événement Savoir à faire, tremplin vers le Nord. Il y a plein de projets qui vont être à l'étude. On se dirige vers une diversification avec cet événement-là. Ben, ça serait bien plaisant que ce soit ça qui se concrétise. C'est ce qu'on vise depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle de diversification. L'idée étant que là, il débarque une cinquantaine de jeunes universitaires, doctorat, post-doctorat, maîtrise, donc des gens avec quand même, pas juste des études dans le corps, mais une certaine expertise. Hein. C'est tous des gens qui font de la recherche à gauche et à droite dans toutes sortes de domaines. Et l'idée étant qu'ils débarquent ici sans avoir nos paradigmes. Donc, une nouvelle vue sur ce qu'il y a sur notre territoire, puis qui sait où ça peut nous apporter. Donc, un exercice très certainement dont on n'a rien à perdre. Oui, ça peut toujours être très bon d'avoir un point de vue extérieur sur nos projets, sur notre réalité économique. Est-ce que vous les avez vus, les projets qui vont être soumis là à ces groupes d'étudiants-là? C'est du concret? On peut avoir des choses qui vont déboucher sur de la création d'emplois quelque part? Non, mais là, Jean, on part de la page blanche. C'est-à-dire, on a 4 jours de... C'est une compétition. En réalité, on a 4 jours de compétition, 4 thématiques. Aujourd'hui, c'est sur le tourisme. Demain, c'est la transformation des métaux. Mercredi, ça va être sur, je crois que c'est c'est le bioalimentaire. Et jeudi, c'est la gestion des matières résiduelles et des rejets industriels. On a des jeunes qui sont dans toutes sortes de domaines. Ça peut être administration, environnement. Hier, j'entendais une bioinformatique. En tout cas, une panoplie d'études de toutes sortes. Donc, c'est ce qui va, à mon avis, venir bonifier les discussions, d'avoir que les jeunes arrivent de tous les immeubles. Et la semaine dernière, le conseil municipal a reçu un plan de redressement là pour le festival Vieux Quai en fête. À première vue, là, pour le maire, l'accueil est positif. On veut quand même le sauver, notre festival, pour les prochaines années, là. Absolument. C'est clair que trois choses particulièrement sur lesquelles le conseil s'entend. Justement, on veut s'assurer la pérennité de l'événement, qu'il y ait un retour de l'événement en 2000. On voulait s'assurer aussi que ce soit pas le conseil qui ramasse la dette comme ça, et c'est d'ailleurs pas ce qu'on nous présente. Moi, ce que j'espère, c'est que, parce que là, on attend l'Assemblée générale quand même d'organismes. Puis, je pense qu'il devrait se greffer à l'organisme des gens avec un peu plus d'expérience au niveau de l'expertise financière, on peut dire l'administration. C'est pas des mauvais gens, là. Peu importe. Quand on parle de cette édition-là, de l'autre avant, mais ce qu'on a besoin, c'est une bonne base, quelque chose de solide, avec des idées nouvelles aussi qui sont autour de ça. Donc, le signal que le Conseil a besoin, c'est vraiment la prochaine Assemblée générale, de voir que il y aura une équipe solide. Parce qu'honnêtement, oui, aujourd'hui, on a eu l'impression le Conseil a eu l'impression d'avoir une équipe avec un plan de match un peu plus solide que les dernières fois. On voit qu'il y a déjà de l'accompagnement qui s'est fait de d'autres personnes avec de l'expérience. Donc ça a été rassurant. En fait, on voit bien qu'il n'y a pas de mauvaise volonté. Hein? Il y a pas eu de fraude ou de choses de choses irrégulières non plus. Là, c'est peut-être une mauvaise gestion, des mauvaises décisions. On a mentionné sur nos ondes, Régent, la semaine dernière,
dernière, le départ de Jonathan Martel comme président, que ça pouvait être facilitant. C'est pas tout à fait ton opinion non plus, hein? Écoute, moi, de toute façon, je l'entendais, tu sais, on parlait de l'ancien adversaire politique du maire qui s'en va, ça va faciliter les choses. Regarde, les gens qui me connaissent, ça fait 3 ans que je suis en poste. Je sais pas, de ton côté, si tu m'as déjà entendu faire avancer en dénigrant les autres, ça n'a jamais été ma façon de faire. Moi, je pense que tout le monde peut apporter quelque chose de positif. Ce qu'on a besoin, à mon avis, pour l'organisation, ça va être un leader qui va être capable de regrouper les gens pour ce qu'ils peuvent contribuer, pour leur qualité, et tout le monde en a, là. Jonathan Martel ou d'autres, tout le monde a des forces, et la force du leader, elle, ça doit être d'utiliser chacun pour ses forces, justement. Puis moi, je suis confiant de voir qu'il y a des gens vont se regrouper autour de l'événement et vont venir bonifier tout ça, mais surtout de l'asseoir sur des bases solides. Et je souhaite, et le message sera très clair, de laisser l'espace aux idées nouvelles. Parce que il y avait quand même des bonnes idées derrière tout ça, mais il y a eu clairement une difficulté au niveau de l'administration. Ça, je pense que personne n'en doute aujourd'hui. Donc, c'est ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on redémarre ça sur des bonnes bases. Redonner confiance à tout le monde, redonner confiance au conseil, et moi, je suis confiant de voir ça émerger là, de la prochaine Assemblée générale. Mais il n'y a quand même pas eu un oui spontané du conseil municipal de cette île. Là, il y a quand même une demande de près de 60 000 $ là-dedans. Est-ce qu'il y a des conditions pour que la ville appuie là la suite des choses avec Vieux-Quai en fête? Ben écoute, je disais tantôt, le plan de match, il est intéressant. Honnêtement, des alternatives, il n'y en a pas 50. Je pense que lorsqu'on demande au conseil d'y aller d'un prêt du tiers des sommes dues. Du côté de l'organisme, ils ont à peu près en main le tiers aussi des sommes qui sont dues. Et on demande aux fournisseurs d'accompagner pour le tiers aussi pour une période de 5 ans, au même titre que la ville. Ce qui, à mon avis, est raisonnable et respectable dans la forme des choses. Et le conseil, tout ce qui lui manque, je pense, ça c'est mon opinion du maire, parce que effectivement on n'a pas pris la décision, c'est de voir cette crédibilité-là regagner au niveau de l'organisme. Et pour ça, moi je pense qu'il faut qu'il y ait des gens d'expertise qui se greffent à l'organisme pour redonner cette confiance-là perdue. Moi, je crois qu'on va y arriver. Honnêtement, j'ai entendu beaucoup de choses là, depuis tout ça. Puis je vois qu'il y a des gens et surtout ce que je ne voudrais pas qu'il arrive, c'est que ça se dessine comme une guerre de clans. Là. C'est-à-dire, il y avait les anciens, il y a eu les nouveaux, chacun avec des idées assez différentes. Et ça, je vais me faire le gardien de ça dans la mesure où je vais pouvoir le faire naturellement. Mais m'assurer que tout le monde contribue à sa façon pour amener l'organisme un peu plus loin, puis en meilleure santé financière, naturellement, et que ce soit intéressant pour la population. Puis je vous dis, je suis confiant de le voir, que ça va arriver. Dernier sujet, Régent, la semaine dernière, il y a des médecins de cette île qui ont mis en lumière là une situation assez difficile dans leur pratique, l'absence de pathologistes à cette île, entre autres, là, crée des délais assez importants. Comme ancien responsable du comité vigilance, est-ce que, à ton avis, c'est lié là à tous les changements qu'on a connus dans le réseau de la santé au cours de la dernière année et qu'il faudrait insister auprès du gouvernement pour qu'on ait tous les services de proximité? T'es inquiet pour la situation en santé? Écoute, d'abord, c'est juste te dire que c'est pas l'ancien comité de vigilance. Je suis porte-parole du comité Vigie qu'on avait instauré au lendemain de la nouvelle loi sur les services de santé. On se parle encore régulièrement, le groupe, et ça, c'est tous des gens de partout à l'est de la Côte-Nord, des gens du Lac-Saint-Pierre, des gens de Port-Cartier, des gens de Fermont. On continue de se parler, de surveiller la chose de très près. On a demandé une rencontre avec le CI3S, avec le CA du CI3S, qui, à mon avis, se fait quand même très distrait. Je parle du CA, là. J'aimerais l'entendre, moi, se positionner dans des enjeux aussi fondamentaux. Maintenant, c'est au ministre à répondre à tout ça, en quelque part. Le ministre nous a dit... il y a quand même différentes choses depuis qu'il est là, depuis que cette loi-là est en place. Il nous a dit, le service aux patients ne sera pas affecté, faites-vous-en pas. D'ailleurs, il est venu nous le répéter, c'était 2 fois plutôt qu'une. Et l'autre chose, c'est qu'il avait dit, les médecins, vous allez voir, on va s'organiser pour qu'il y ait où est-ce que le travail ça se passe. Et là-dessus, clairement, il n'a pas livré. Il n'a pas livré. On a des besoins ici auxquels on ne répond pas. Et ça cause des problèmes à nos gens. Clairement, c'est déjà très lourd pour notre communauté de devoir partir à Québec à l'occasion pour la maladie. C'est lourd financièrement, émotivement. Alors
on était quand même organisé assez bien. Et le fait qu'on n'ait pas ces ententes-là avec les pathologistes fait en sorte que ça remet tout ça en question, ça allonge les délais. Et ça ne reflète en rien les vœux exprimés par le ministre lors de son passage. Alors, moi, je m'en réfère au ministre. Tenez parole, là, et faites ce qu'il faut pour nous assurer qu'on n'ait pas de diminution de service et que notre population ne souffre pas de ce qui est comme c'est ce qui est en train de se passer présentement. Eh bien, Régent Parlier, un gros merci pour cette entrevue radio. Je te souhaite une bonne journée avec les étudiants là de passage chez nous toute la semaine pour Savoir à faire. Jean, je te disais que c'est extrêmement stimulant. Les jeunes sont allumés, ils sont intéressés. On ne sait même pas commencer qu'ils nous demandent toutes sortes de choses, des documents, des informations. Ça promet pour être quelque chose de très structurant et intéressant. On verra ce qui en sortira, mais une chose est sûre, ça peut juste être positif, tout ça. Ce sont tous des jeunes de l'extérieur qui ont une vision extérieure de cette île. Pour parler de tourisme aujourd'hui, par exemple, là, c'est des conditions idéales. Oui, le matin, c'est pas si mal. C'était drôle de voir, il y a des jeunes de toutes sortes de pays aussi, hein, plusieurs étudiants, ce sont des immigrants d'un peu partout. C'était bien drôle de les voir se tremper les pieds à l'eau pour quelques-uns au quai lorsqu'ils sont arrivés samedi. Ils ont osé se tremper les pieds à l'eau, c'est bon. Écoute, c'était drôle, là, mais pour eux, il y a bien des choses qu'ils découvrent aussi. Là, ça vient des pays où est-ce que, d'abord, il y a des endroits où il n'y a pas de neige, on s'entend. Il y en a un d'étudiant que, pour lui, il disait qu'il n'y avait pas vu de neige encore. Donc, le lendemain matin, il y avait un peu de neige au sol. C'est le fun, là. Regarde, c'est le fun, c'est dynamique. Et les gens d'affaires, dans chacune des équipes, parce qu'il y a 8 équipes, il y a les gens d'affaires, deux entrepreneurs peuvent se joindre. Ils se joindront d'ailleurs parce que la grille est complète. 8 équipes de 6 étudiants plus 2 entrepreneurs pour chacune des équipes qui accompagnent. Donc, il y aura nécessairement une réalité régionale qui va être partagée par des gens qui la connaissent bien, mêlée avec des jeunes qui n'ont pas de frontières au niveau des paradigmes lorsqu'ils débarquent. Ça va être très intéressant. Ben, un gros merci. Bonne journée. Merci, Jean. Bonne journée. Attitude. Les communautés membres de la nation Innu, Boralex et Rez souhaitent vous rencontrer afin de vous présenter l'avancement du projet éolien Apuiat. Des séances d'information auront lieu le 8 novembre de 15h à 20h30 au Club de l'Âge d'Or à Rivière-Pentecôte et le 9 novembre de 15h à 20h30 à l'Agora du complexe récréatif et culturel de Port-Cartier. Une équipe sera sur place pour répondre à vos questions et échanger avec vous. Il s'agirait du premier parc éolien sur la Côte-Nord. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.apuiat.com. Un commerce de la région de Port-Cartier est à la recherche d'équipements en bonnes conditions pour un salon de coiffure. Appelez au 88 766 6511 ou au 88 768 5804. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Au cours des prochaines minutes, Valérie, on s'entretient par téléphone avec un étudiant de chez nous, natif de Sept-Îles, Carl Perron, qui étudie à l'École polytechnique de Montréal. Il a gagné un concours avec un beau projet original. Bonjour, Carl. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça se passe bien du côté de la Polytechnique? Oui, ça va super bien. La session d'examen vient de terminer, fait que on a un peu plus de temps. Là. Tu sais que tu as probablement vu la première neige avant nous autres en étant à Montréal plutôt qu'à Sept-Îles cet automne, hein? Ouais, c'est ça, il a fait un peu plus froid, là. Pour situer les gens, Carl, toi, t'étudies en génie aéronautique à l'École polytechnique, là. Qu'est-ce que ça étudie, en gros, un étudiant en génie aéronautique? Ben, dans le fond, c'est plus génie aérospatial de notre côté. Puis nous, c'est vraiment tout ce qui touche aux avions, aux fusées, aux technologies spatiales. Donc, le projet s'est inscrit justement dans notre expertise. Puis sur l'autre côté, moi, j'ai travaillé avec un groupe pour faire des fusées qu'on est allé lancer l'année dernière, dans le fond, dans le désert aux États-Unis. Là. Ah oui, OK. Fait qu'on touche un peu à tout. Là. On touche vraiment Ils sont rendus où les fusées un an après, là? Ben là, on continue à travailler là-dessus, là, mais dans le fond, c'est un concours à chaque année qui revient, là, où on se mesure aux autres universités américaines puis canadiennes pour essayer d'arriver avec la meilleure fusée, là. Puis habituellement, on se classe bien les dernières années, là. Et là, cette année, tu t'es classé plus que bien à un concours organisé par Aéro Montréal. En fait, vous avez terminé premier. À ce concours-là, eux voulaient s'attaquer à une certaine problématique parce que on a de la difficulté à faire en sorte de revaloriser les avions de façon rentable. Et c'est ce problème-là que Aéro Montréal a voulu enrayer. Oui, dans le fond, c'est parce que la durée de vie des avions actuellement, c'est une vingtaine, 25 ans peut-être. Puis une fois
cette durée de vie-là terminée, il n'y a pas de méthode qui existe présentement pour bien recycler les avions puis réussir à les réutiliser à 100%. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup d'avions qui sont stockés dans le désert, qui sont abandonnés sur le tarmac ou qui sont tout simplement détruits puis envoyés dans les dépotoirs, dans le fond. Fait qu'il n'y a pas vraiment de méthode qui existait pour bien recycler de manière économiquement rentable l'ensemble d'un avion, là. Donc là, toi et trois de tes amis, vous avez décidé de présenter un projet à ce concours-là. C'est quoi votre projet? Dans le fond, nous autres, on est arrivé avec une idée qui est un pôle de démantèlement où on va pouvoir, mettons, accueillir une centaine d'avions par année. Principalement, nous, on s'attaque à des A320 puis des Boeing 737 pour réussir à les recycler à 100%. Donc, on a une méthode où l'avion atterrit, on retire l'ensemble des composants dangereux. Ensuite, on l'envoie pour enlever les moteurs, toute l'avionique qui pourrait être réutilisée. On coupe l'appareil, on le broie, on récupère chacun des métaux, plus les matériaux composites puis les plastiques qui sont habituellement difficiles à recycler, là. OK. Et là, ce projet-là, vous le soumettez au concours. Là, vous arrivez dans les 4 premiers. Et il y a une présentation à faire. Moi, c'est ça qui m'impressionne. On fait une présentation devant un jury qui est composé de compagnies comme Bombardier, comme Air Transat, comme l'Aéroport de Montréal. Et ces gens-là, c'est votre projet qu'ils choisissent. Oui, ça a vraiment été, dans le fond, un gros effort parce que nous, on part avec un projet comme ça, un livrable qui nous est donné. On veut avoir un projet pour recycler les avions. Malgré qu'on connaît un peu les avions, on n'a jamais vraiment travaillé longtemps là-dessus, là, sur le domaine du recyclage d'avions. Fait que pendant 2 mois, nous, on a travaillé sans relâche pour devenir acquérir le plus de connaissances possible pour réussir à arriver devant des experts puis pas avoir l'air complètement fou, là. On a essayé de parler avec chacun des experts, autant en France, aux États-Unis, ce qui se fait ici au Canada présentement, pour arriver justement avec le meilleur plan possible qu'on a leur représenté, puis on a réussi à les convaincre et à les impressionner, là. Ça a été quoi les commentaires? Est-ce que vous savez là, pourquoi ça a été votre projet qui a été choisi? L'ensemble du projet, nous, on a vraiment eu des bons commentaires par rapport justement à qu'on intégrait tout. On pensait à chacun des aspects. On réussissait à avoir des données qui étaient valides. Le fait d'avoir parlé avec beaucoup de gens, ça nous a permis d'avoir des estimés qui étaient fiables, puis d'arriver avec avec des grues mobiles qui permettent de faire de la découpe automatisée, puis de la récupération de pièces automatisées aussi. Fait que ça nous permet d'économiser des coûts. Puis je pense que c'est l'ensemble du projet qui a réussi à convaincre les juges, là. C'est vraiment le projet à la base là qui devait être bon finalement parce que la présentation comme telle, c'est quand même assez stressant. C'est plus stressant que de jouer au curling quand il y a plein de monde dans vite, là. Oui, en disant que quand on était là avec des experts dans la salle aussi, dans le fond, tout le monde s'y connaît, ceux qui étaient là, puis on arrive avec notre projet, on essaye de faire le mieux possible, mais c'est jamais facile, hein, c'est toujours stressant. Surtout qu'on avait 15 minutes pour présenter un projet sur lequel on a travaillé pendant 2 mois, on aurait pu en parler pendant des heures, là, mais il faut vraiment condenser, arriver avec le pitch de vente le plus solide qu'on pouvait avoir, puis on a réussi finalement, fait qu'on est vraiment content toute l'équipe, là. C'est quoi la suite par rapport à ça? Parce que là, Aéro Montréal font un concours pour revitaliser les avions. Est-ce que tu penses qu'eux vont vouloir travailler avec votre projet, avec vous autres? C'est sûr que nous, c'est un projet qui était orienté pour 2030, donc vraiment un peu plus dans le futur. Puis présentement, avec le prix des métaux qui est vraiment bas, c'est difficile d'arriver avec des projets novateurs dans le domaine, hein, parce que ça représente quand même des investissements importants. Mais oui, on continue à pousser le projet. Puis là, le voyage, dans le fond, ce qu'on a gagné, c'est un voyage en France où on va aller visiter l'industrie aéronautique à Toulouse principalement. Donc, toutes les Airbus, les grandes compagnies, on va aller voir Safran aussi, je pense. Donc, on va pouvoir encore plus acquérir de savoir par rapport au domaine de l'aéronautique, puis dans le fond, continuer à travailler avec eux autres dans le futur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce projet-là, là. J'avoue que c'est un beau prix. Tu parles de partir de 2030, ce sera pas les nouveaux avions C-Series de Bombardier encore là qui vont être sur le marché du recyclage à ce moment-là? Non, mais c'est ça. Dans le fond, il y a encore des avions à 320 qui sont produits avec des composantes en aluminium majoritairement. Puis ces avions-là vont vivre pour 20-25 ans. Donc même en 2030, le gros marché là, qui est présentement en explosion en Chine, il y aura beaucoup d'avions à recycler, là. Donc nous, en s'attaquant à 100 avions par année, on va chercher une bonne partie du marché. Ça nous permet justement de faire des économies d'échelle, mais il reste encore beaucoup plus d'avions à recycler par année, là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un domaine d'avenir, si on veut, là. Est-ce que c'est quelque chose qui est pensable à partir du Québec? On a quand même une certaine expertise. On nomme Bombardier, Air Transat et d'autres, là, mais la C-Series puis tout ça, c'est presque québécois. C'est quelque chose qui pourrait se faire chez nous? Oui, Montréal, c'est vraiment un centre qui est reconnu internationalement comme étant probablement le seul endroit sur Terre où on peut construire un avion de A à Z. Il y a des compagnies qui travaillent pour les trains d'atterrissage, pour toutes les composantes électroniques. Donc, on peut
vraiment construire un avion de A à Z. Puis moi, dans le fond, nous autres, c'est pourquoi pas être capable de le déconstruire puis de devenir une sommité dans le monde en termes de recyclage d'avions aussi, là. Mm-hmm. Et là, toi personnellement, c'est une belle industrie quand même, l'aérospatiale comme ça. Là, ça t'intéresse pour vrai après tes études, après les projets avec l'école polytechnique puis tes chums là? Ah oui, c'est sûr, c'est un domaine qui est en termes de qualité, on est tout le temps dans l'innovation, on a toujours des nouveaux projets, c'est vraiment stimulant, on peut pas demander mieux. Fait que moi, je suis vraiment dans mon élément, puis j'adore ça, là. Je vais continuer là-dedans, c'est sûr. Ça veut dire que le petit gars de cette île, il a pas bien des chances de revenir faire sa vie dans sa ville natale, là? Non, il y a pas grand chance, là. Mais quand même, je reviens souvent pour venir voir la famille, donc je reste en contact quand même, là. Ben écoute, on va continuer de suivre tes projets, puis un gros félicitations là pour avoir remporté ce concours-là. C'est franchement très impressionnant. Ben merci beaucoup à vous, là, puis bonne semaine. Carl Perron, un gros merci également pour l'entrevue à la radio en direct ce midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Mardi le 8 novembre, c'est Noël avant le temps à Pure FM et à la Radioactive. Toute l'équipe d'Attraction Radio Côte-Nord vous propose d'offrir vos vœux des fêtes sur nos ondes tout en contribuant au bonheur de votre communauté. Procurez-vous l'un de nos 7 différents forfaits de vœux et nous remettrons 10% des recettes totales à un organisme de votre communauté. À Port-Cartier, 10% seront remis à la Maison de la Famille et à Sept-Îles, 10% seront remis à l'Envol Maison de la Famille afin qu'ils puissent offrir des cadeaux de Noël aux enfants moins chanceux de la région. Contactez votre représentant publicitaire ou téléphonez-nous au 962-3838 ou le 968-2472 et contribuez à cette journée magique. C'est Noël avant le temps ce mardi 8 novembre seulement. Je me suis entretenu un peu plus tôt ce matin avec le porte-parole du syndicat APTS qui regroupe notamment les techniciens de laboratoire sur la Côte-Nord. On parle de certains ratés dans le transport d'échantillons entre Sept-Îles et Montréal, Québec notamment, avec Sylvain Sirois en entrevue qu'on vous propose. On diffuse dans quelques instants. Quiz aux bénévoles de l'Opération Nez Rouge. Décrivez ce que vous entendez. Allô, Nez Rouge? Comptable. Blond. 5 pieds 9. Familial rouge. 4 cylindres, 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech. 62 des chaînes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Ici Daniel Potvin. Je vous guide tout au long de votre avant-midi avec des bonheurs simples de la vie. Musique, souhait du jour, marché aux puces, communiquer des organismes, entrevues, menu du jour et autres trouvailles. Du lundi au vendredi, dès 9h à Pure FM. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On va revenir sur beaucoup de choses qui se sont dites concernant la santé, les laboratoires, le projet Optilab. Il y a des médecins à cette île aussi là qui ont dénoncé des délais la semaine dernière. Sylvain Sirois est toujours le porte-parole de l'APTS, le syndicat qui regroupe les technologistes des laboratoires médicaux sur la Côte-Nord. Bonjour Sylvain. Bonjour. La semaine dernière, je pense que c'est jeudi, il y a eu des activités du côté de votre syndicat. Encore une fois, on est intervenu dans le dossier Optilab, des marches un peu partout, sauf à cette île où on a pris une action un peu différente chez vos membres. Là. Effectivement, alors on a organisé des marches avec sensibilisation auprès de la population à Bécomo, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre. À cette île, la veille, soit mercredi dernier, là, il y a une distribution des tracts là, à travers la ville. C'est votre syndicat, Sylvain, qui nous a alerté là, de certains événements troublants, entre autres 16 prélèvements qui ont été périmés, finalement, qui se
sont perdus. On le voit là que les laboratoires médicaux, il y a déjà pas mal de tests qui circulent de la Côte-Nord vers l'extérieur parce qu'on n'a pas de pathologiste. Pour vous autres, ça indique bien ce qui risque d'arriver avec Optilab, hein? Effectivement, vous savez, M. Saint-Pierre, moi, toutes les semaines, là, malheureusement, là, je reçois des rapports là au niveau d'incidents qui arrivent avec le transport. Et c'est ce qui nous inquiète au niveau de la PTS, parce que là, le ministre Barrette s'apprête à mettre de l'avant son projet Optilab et d'envoyer de plus en plus d'échantillons à l'extérieur de la Côte-Nord vers Chicoutimi. Alors, on sait pertinemment bien que lorsque on envoie des échantillons, il y a des risques qui est lié en lien avec les transports. Ouais, c'est des événements qui sont un peu venus vous donner des munitions. Là, il y a un événement très clair, 44 échantillons qui ont quitté l'hôpital de Sept-Îles pour finalement, par erreur, se rendre à Montréal, revenir à Québec. Il y en avait 16 de périmés. Du côté de Bécomo, il y a des échantillons qui sont allés à Rimouski, qui sont venus à Bécomo, puis la boîte avait pas été ouverte. Il y a le même genre d'événement du côté des Escoumins. Tout ça, ça vous apporte de l'eau au moulin, comme on dit? Ben oui, ça démontre effectivement qu'il y a aucune méthode de traçabilité présentement qui fait en sorte que ces échantillons-là, ils sont véritablement suivis, ou je vous dirais aussi que quand ils arrivent dans les établissements, qu'on s'assure que la glace n'aille pas sécher et tout ça, c'est très inquiétant au niveau. C'est pourquoi qu'on dit qu'on demande un moratoire sur ce projet-là, le temps de mettre en place un moyen de traçabilité, s'assurer que le transport soit efficient, je vous dirais, s'assurer aussi au niveau qu'il va avoir une réelle économie à faire ce projet-là, parce que nous, on pense qu'il n'y aura pas d'économie. Alors, ça donne rien de mettre ce projet-là en place au détriment des services de proximité à la population, parce qu'on sait que la Côte-Nord est capable de desservir sa population. Vous n'avez pas l'impression qu'on a un petit peu les deux pieds dedans, là? Il y a des médecins comme Marion L'Espérance, Chantal Barry et d'autres à Sept-Îles qui ont souligné l'absence de pathologistes. C'est un peu ça qui fait qu'il y a peut-être moins de travail dans nos laboratoires et plus de choses qui voyagent sur les routes. On a déjà les deux pieds dedans, le dossier d'Optilab, parce qu'il n'y a pas de pathologiste ici, quoi. Ben, vous savez, effectivement, il n'y a pas de pathologiste depuis 2012, et je vous dirais que depuis 2012, nous sommes, nous faisons des représentations auprès de l'employeur pour qu'il engage des pathologistes, et jusqu'à présent, malheureusement, on n'a jamais vu de réel vouloir auprès de l'équipe de direction de vouloir engager un pathologiste. On sait très bien que dans le passé, il y en a eu un pathologiste qui était intéressé, mais le CIS de la Côte-Nord, mais avant le C3S de Sept-Îles, n'a jamais voulu l'engager. Alors, le problème qu'on vit aujourd'hui, mais je vous dirais que c'est un petit peu causé parce que le CIS n'a jamais voulu engager un pathologiste sur place, ce qui fait en sorte que avant on faisait de la télépathologie avec Rimouski ou avec d'autres centres. Je vous dirais que c'est une méthode qui est très bien de faire la télépathologie, mais là avec le projet Optilab, ils ne veulent même plus faire de la télépathologie. Il faut que les technologistes médicaux, dans le fond, qui reçoivent à cette île l'échantillon, mais qu'ils le mettent dans une boîte puis qu'ils l'envoient directement dans le centre où est-ce qu'il va être analysé. Fait que c'est là qu'il y a des délais qui s'occasionnent, des délais qui peuvent aller de 5 à 8 semaines. Là, Sylvain Sirois, tu as sans doute entendu des échos de la réponse du ministre Gaétan Barrette. Il était, je pense, à Chicoutimi, justement, là où on va peut-être centraliser tout ce travail-là pour l'Est du Québec. Vendredi dernier, sa réponse, ça vous convainc pas non plus, là. Il semble pas changer d'idée, le ministre, là, dans le dossier Optilab, puis concernant les pathologistes de la Côte-Nord. Ce sera peut-être centralisé à Chicoutimi, justement, la solution d'avenir. Non, définitivement, on ne croit pas à ce que le ministre Barrette dit présentement. Pour la PTS, plus le patient est physiquement proche du laboratoire, plus l'analyse se fait dans ce laboratoire-là où est-ce que le prélèvement est fait, mais plus le diagnostic va être court et mieux va être notre système de santé et de services sociaux, je vous dirais. Concrètement, dans la région, là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Il y a quand même des laboratoires à plusieurs endroits, même Havre-Saint-Pierre, Blanc-Sablon, Sept-Îles, Bécomo, un autre en Haute-Côte-Nord aussi. Vous
vous avez quoi, 82 technologistes médicaux sur la Côte-Nord. Vous risquez de perdre quoi, 20% de ces emplois-là, puis ce temps de travail-là en laboratoire, ça risque d'être ça? Effectivement, c'est ce qu'on craint. C'est ce qui arrive dans les autres régions où est-ce que le 28 septembre dernier, ils se sont fait annoncer une perte d'heures travaillées en laboratoire équivalent à 20%. Pour nous, pour la Côte-Nord, cette annonce-là, c'est pas encore faite au niveau du plan de main-d'œuvre parce qu'ils veulent procéder à l'analyse au niveau du transport et le menu d'analyse qu'appelle au niveau des échantillons qui peuvent voyager. Mais on craint cette perte d'emploi-là et je vous dirais qu'on est déjà à des équipes réduites sur la Côte-Nord au minimum. Donc, une personne en moins, ben ça a un double impact. Et je vous dirais que c'est des emplois de qualité. Ce sont des gens qualifiés qui ont été formés pour faire cet emploi-là. Alors, nous, on craint beaucoup cette diminution-là de postes au niveau des laboratoires sur la Côte-Nord. Ça fait longtemps qu'on en parle, que vous dénoncez, Sylvain Sirois. Quels sont les recours à ce moment-ci? Là, il y a encore des démarches, notamment auprès des deux députés péquistes dans notre région Côte-Nord, là, dont Lorraine Richard ici à Sept-Îles. Est-ce que vous avez d'autres recours légalement? Tout ça, on a épuisé les recours possibles du côté du syndicat? Non, on n'a pas épuisé du tout. On continue les démarches, comme vous dites. Monsieur Ouellette, aujourd'hui, visitera les laboratoires à Bécomo cet après-midi pour bien comprendre les impacts. Il va aussi, bien sûr, parler aux technologistes médicaux qui sont en place là-bas. Nous, à la PTS, on continue de mettre de la pression tant sur le ministre de la Santé et je vous dirais aussi sur le conseil d'administration qui doit, selon nous, se positionner dans ce projet-là pour préserver les services à sa population, à notre population sur la Côte-Nord. Donc, on sera présent, c'est sûr et certain, encore une fois, à la prochaine réunion du conseil d'administration à la fin novembre. Alors, la PTS, on va toujours continuer à défendre, je vous dirais, nos membres et les services à la population parce que ça n'a vraiment pas d'allure et ce projet-là et la population doit être au courant que c'est très dangereux pour eux. Là. Ceux qui doivent regarder le dossier d'un drôle d'œil, ce sont nos jeunes à la recherche d'emploi. Là, encore le palmarès Jumbo 2016 disait que votre métier de technologiste médicaux, c'est un métier d'avenir. On se classe, on trouve un emploi assez rapidement après la formation. Mais là, il faudra comprendre que c'est pas dans des régions comme Rimouski et Sept-Îles qu'on va trouver ces emplois-là à l'avenir. Effectivement, l'emploi de technologiste médical est un des 5 premiers taux au niveau du taux de placement après l'obtention du diplôme. Alors pourquoi vouloir détruire ce qui fonctionne bien au niveau de cet emploi-là? Et c'est sûr et certain que des gens présentement sont en train d'étudier pour graduer, des gens qui proviennent de la Côte-Nord qui prochainement ne pourront pas revenir dans notre région. En terminant, c'est quand même un entêté, le ministre Barrette. Là, son idée a de l'air pas mal faite. Est-ce que vous avez quand même espoir, peut-être avec l'appui des gens à la base, de lui faire changer d'idée dans la prochaine année? Oui, toujours espoir. Puis moi, je vous dirais que ça se fera pas sans les technologistes médicales de la Côte-Nord. Nous, contrairement à ce que le ministre Barrette dit sur la place publique, comme quoi qu'on demande un statu quo, ce n'est pas du tout ce qu'on demande. On demande un moratoire pour prendre le temps de bien étudier le projet. Selon nous, nous avons, avec Bécomo et Sept-Îles, les deux hôpitaux, je vous dirais, régionaux, le parc technologique, le parc au niveau de l'informatique aussi. Nous avons l'expertise en place avec les technologistes médicaux pour bien répondre aux services de la population. Alors nous, on veut revoir l'offre de services ici. Nous sommes ouverts à faire ça. Il suffit maintenant que le ministre arrête d'être entêté et travaille avec sa population et avec ses employés, là, je vous dirais. Sylvain Sirois, je rappelle que tu es porte-parole du syndicat APTS qui regroupe les technologistes médicaux de la Côte-Nord et 32 000 membres dans le réseau de la santé au Québec. Un gros merci pour l'entrevue. Ça me fait plaisir. Côte-Nord. Attitude. Saviez-vous qu'en plus de donner mauvaise haleine, les maladies des gencives peuvent causer des dommages importants? Lorsqu'elles ne sont pas diagnostiquées et traitées à temps, les maladies des gencives provoquent une destruction graduelle du support de la dent à l'intérieur de la mâchoire. C'est d'ailleurs la principale cause de la perte des dents chez les adultes. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence. Pour en savoir plus, visitez mabouchesensanté.com.
le portail de l'Ordre des dentistes du Québec. Mardi le 8 novembre, c'est Noël avant le temps à Pure FM et à la Radioactive. Toute l'équipe d'Attraction Radio Côte-Nord vous propose d'offrir vos vœux des fêtes sur nos ondes tout en contribuant au bonheur de votre communauté. Procurez-vous l'un de nos 7 différents forfaits de vœux et nous remettrons 10% des recettes totales à un organisme de votre communauté. À Port-Cartier, 10% seront remis à la Maison de la Famille et à Sept-Îles, 10% seront remis à l'Envol Maison de la Famille afin qu'ils puissent offrir des cadeaux de Noël aux enfants moins chanceux de la région. Contactez votre représentant publicitaire ou téléphonez-nous au 962-3838 ou le 968-2472 et contribuez à cette journée magique. C'est Noël avant le temps ce mardi 8 novembre seulement. Besoin d'aller à l'extérieur, mais pas de permis de conduire. Sur le pouce. Pas de voiture. Sur le pouce. Vous allez à l'extérieur, mais vous ne voulez pas faire la route tout seul. Sur le pouce. Vous cherchez un service gratuit et efficace. Sur le pouce. Sur le pouce. 962-3838. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On reçoit maintenant la directrice de l'APAM Est du Québec. APAM, ça veut dire l'Association Parents et Amis du Malade émotionnel. Un beau nom quand même. Carole Gaudreau, bonjour. Salut Jean. Rappelle-nous donc la mission là de l'Association Parents et Amis du Malade émotionnel. Ça le dit, vous venez en aide aux gens autour des personnes qui ont des problèmes, toutes sortes de problèmes de santé mentale. Effectivement. Et à ça, on rajoute le syndrome Gilles de la Tourette. C'est ce dont on va parler beaucoup cette semaine, aujourd'hui, parce qu'on a de la visite à La Palme. Mais avant, on parle beaucoup des organismes communautaires aujourd'hui. Là, toi, tu fais pas la grève demain, tu travailles fort, quoi. Il y avait des gens au bureau de la députée, entre autres. Vous êtes quand même membre de ce mouvement-là. Là. C'est un petit peu... tous les organismes sont regroupés à quelque part. On embarque tous dans la marche. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, diverses activités demain. Là, on va parler davantage de vos services, mais surtout de cette conférence cette semaine. C'est Dr Julie Leclerc qui sera parmi nous pour nous parler du syndrome de Gilles de la Tourette. Ça donne bien, c'est une vraie spécialiste, elle. Une vraie de vraie. On peut pas avoir plus vrai que ça. En fait, Julie Leclerc est psychologue à la base, mais depuis plus de 12 ans, là, elle a vraiment étudié dans son champ d'expertise qui est le syndrome Gilles de la Tourette. Elle est associée, entre autres, là, avec l'Université de Montréal et je crois avec tout ce qui est d'instituts universitaires de santé mentale et tout ça. Donc, écoute, on a fait la demande et finalement, ben, ça a répondu de façon positive. Donc, elle vient nous faire... Ça devait tenter de venir visiter le Nord par la même occasion. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle est jamais venue. Elle venait à Bécomo, mais c'est sa première escale à cette île. Puis on est bien contents. On est gâtés parce qu'il y a une clientèle, hein, Gilles de la Tourette, c'est comme bon, il y a quand même beaucoup de préjugés autour de ça, là, mais ça reste une maladie peu connue, mystérieuse pour bien des gens. Juste son nom, ça dérange quasiment. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ça dérange, oui, parce que il y a beaucoup de préjugés qui entourent le syndrome Gilles de la Tourette. Les gens ne connaissent pas ça. Les gens associent le SGT, on va dire entre parenthèses, à la personne qui va utiliser des mauvais mots, qui va avoir des sacs. Mais c'est souvent ce qui ressort dans les médias, c'est souvent ce qui ressort quand on parle de Gilles de la Tourette. C'est un syndrome qui est hyper caricaturé, là, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais souvent quand on parle de ça, c'est juste ça, là, c'est juste les gros mots puis les gros tics, là, et voilà. Donc qu'on parle, là. Et pourtant, là, c'est un infime pourcentage de ce qui peut être relié au syndrome Gilles de la Tourette. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, on peut arriver à se dire, ben, c'est comme un soleil. Donc, on a vraiment le noyau avec l'éthique verbaux et l'éthique moteur, qui sont l'essence même du syndrome. Et par la suite, il y a des symptômes des symptômes associés. On va parler de troubles d'opposition, de troubles d'hyperactivité, organisation, opposition. Écoutez, il y en a, je vous dirais, à peu près 12 symptômes associés. Donc, à partir de là, ça veut pas dire que parce qu'on a le syndrome Gilles de la Tourette, qu'on a tous ces symptômes associés-là. Et c'est là où, ce qu'on s'est dit, il faut en parler.
Il faut éduquer les gens, c'est une partie de notre mission. Et c'est pour ça, entre autres, que Julie va nous faire une conférence là cette semaine. Là. Et d'ailleurs, ce qui est plus courant, c'est que c'est des tics, hein, c'est le syndrome Gilles Latourette, mais c'est des types simples souvent, là, un clignement d'yeux ou quelque chose comme ça. Des fois, on les remarque même pas. Des fois, on les remarque même pas. Et ce qui est particulier, c'est que on doit, les gens dans l'entourage de la personne qui va être atteinte, eux vivent avec ces gens-là ou le système scolaire. Donc, ces gens-là apprennent aussi à vivre avec ça. Et ce qui est génial aussi dans le sens, on va dire, génial oui puis non, là, on s'entend, là. C'est pas facile d'avoir un syndrome Gilles Latourette. Sauf que ces gens-là peuvent eux-mêmes contrôler leurs symptômes. Donc, pendant une partie de journée, ils peuvent apprendre à contrôler leurs symptômes. Mais par la suite, quand ils arrivent à la maison, ces tics-là ressortent. Quand tu parles de tics simples, Jean, ça peut être quelqu'un qui va rogner de la gorge, qui va claquer de la langue, qui va hausser les épaules, qui va bouger la jambe. Et puis, bien souvent, mais les gens s'en aperçoivent pas. Tu vas me dire, Carole, quand on a une maladie comme ça, des syndromes précis, dans une petite ville comme cette île, souvent on se ramasse qu'on n'est pas nombreux à vivre le problème. Là, ça rend peut-être une association comme la tienne encore plus précieuse. Quand on est seulement un petit groupe, quoi, on se sent plus isolé, on a moins de services, quoi, moins d'écoute. Ben écoute, c'est sûr que de façon statistique, c'est vraiment difficile à donner. La loi du nombre défavorise. C'est des petits nombres de personnes touchées par un certain problème comme ça. Sauf qu'en même temps, c'est tellement peu connu et il y a tellement de préjugés que les gens, bien souvent, osent pas en parler. Donc, on n'est pas capable d'avoir de chiffres réels. Mais par contre, les gens qui m'ont appelé pour réserver des places, parce qu'on doit appeler pour réserver leur place là pour la conférence, je vous dirais là que 90% des gens qui m'ont appelé pour réserver ont dans leur proche entourage quelqu'un qui est atteint. Donc, c'est assez significatif pour moi. Et heureusement, ben effectivement, nous, on donne des services d'information, des services d'intervention pour ces membres de l'entourage-là. Oui, et puis de toute façon, c'est pas parce que c'est un petit nombre, disons, de personnes atteintes que ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir de service. Ouais, ben c'est ça l'affaire. Puis c'est pour ça qu'on travaille fort, puis qu'on essaie d'aller vers les gens, puis on dit aux intervenants sociaux, puis aux gens aussi dans le réseau, il faut référer ces parents-là. Dites-leur que nous, on est là, qu'on est une association qui allons répondre à plusieurs de leurs besoins. Parce qu'on s'entend que quand on a un diagnostic, ou bien qu'on est en voie, ou on se doute que notre enfant a le syndrome, c'est pas facile. Donc, les gens viennent vraiment dans une situation, je vous dirais, très, très déstabilisante au niveau émotif. Donc, si nous, on parvient à intervenir le plus rapidement possible, de leur inculquer des bonnes pistes d'intervention, les aider eux autres aussi émotivement, hein, à ne pas trop être dans des situations conflictuelles aussi, là. Ben juste ça là, nous notre travail va être fait puis ça va avoir un impact positif là. Et quand tu dis qu'il y a des gens qui ont le réflexe de garder ça dans l'ombre, de pas trop en parler, c'est pas toujours vrai ici à cette île. On a un bon exemple. J'oublie son prénom malheureusement, mais Madame Vigneault qui a écrit un livre, c'est sur le syndrome Gilles de Latourette. Ça a permis quand même de sortir un peu de l'ombre des gens qui vivent ça en région là. Une dame de Havre-Saint-Pierre basée à cette île là. Tu l'as lu le livre, c'est sûr. C'est sûr qu'on a lu le livre. Louise Vigneault, c'est ça, le prénom Louise Vigneault, que je cherchais. un très bel exemple de parents qui, elle a dit, mais c'est pas vrai que ma fille va rester dans un petit carcan et qu'on n'aura pas de service. Elle en a parlé, elle a fait plusieurs interventions à plusieurs niveaux pour s'assurer que son proche ait les bons services au bon moment. Là, c'est une infime partie de personnes qui sont capables d'intervenir comme ça, on s'entend là. Madame Vigneault, là, c'est quelqu'un qui a de la drive puis qui est capable d'aller faire beaucoup de choses. Mais la personne, un parent qui est isolé, qui vit seul ou qui vit juste avec sa petite famille, qui reçoit des préjugés de l'externe, de l'école, de sa propre famille, qui sait plus quoi faire,
ça, c'est un autre paire de manches. Tu sais, fait qu'on a de tous les types de parents, je te dirais. Bon. Et là, l'invitation est faite à tout le monde. Des fois, c'est pas obligé d'être sa propre fille. Là, ça peut être de petite fille, une cousine. Ouais. Donc, on a de la place en masse. On accueille cette semaine Dr Julie Leclerc. Ça pourrait être une rencontre aussi assez ouverte. Là, il y a une conférence, puis il y a aussi une formation. Hein? On en profite qu'elle est ici à cette heure. Oui. Écoute, à la base, on a fait venir Julie pour une formation vraiment spécialisée pour les intervenants, pour que nous, on puisse devenir des experts, si on peut dire experts, là, on s'entend, là, mais qu'on ait vraiment les bonnes connaissances pour bien intervenir avec les parents. Et j'en ai profité pour lui demander, Julie, est-ce que tu accepterais de nous faire une conférence publique? Écoute, c'était juste normal pour elle aussi de le faire. Donc, jeudi soir, le 10 novembre, c'est cette semaine, on a la chance d'avoir Julie Leclerc qui va nous faire une belle conférence au syndrome de la Tourette. C'est à 19h à la Maison Alouette, 652 Dequin, où vous avez vos locaux. Puis si on veut réserver ou en parler, avoir une petite discussion avec la directrice de la PAM, parler des services, tout ça, on est peut-être mieux de t'appeler après-midi parce que ça se peut que demain puis mercredi, les organismes communautaires de cette île ferment leurs portes. Effectivement, et c'est très important d'appeler pour réserver votre place, pour s'assurer que tout le monde ait une place assise aussi. Ça serait dommage que les gens arrivent puis qu'il n'y ait plus de place. Bon. Donc, vous appelez au 418-968-0448. Carole Gaudreau, directrice de l'Association Parents et Amis du Malade émotionnel de l'Est de la Côte-Nord. Un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude ce midi. C'est moi qui te remercie, Jean. Valérie Dionne, animatrice de Ya des matins, animatrice en soirée qui donne un coup de main midi. Un gros merci pour ta grande disponibilité radio. Merci à toi, Jean. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Demain, on sera de retour à Côte-Nord Attitude. On devrait parler des organismes communautaires qui seront fermés, mais peut-être quelqu'un viendra-t-il nous en parler sur l'heure du midi. Au revoir tout le monde.